Le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution 1325, reconnaissant officiellement le programme Femmes, Paix et Sécurité, l'impact des conflits sur les femmes et le rôle important que jouent les femmes dans la prévention, la résolution et la reconstruction post-conflit des conflits. Depuis lors, 9 autres résolutions du Conseil de sécurité ont été adoptées, traitant de la participation active et efficace des femmes et de la prévention des violences sexuelles liées au conflit. Le programme Femmes, Paix et Sécurité, communément abrégé en WPS, repose sur 4 piliers: la participation, la protection, la prévention, les secours et le relèvement. Aujourd'hui, 32 pays africains ont adopté des plans d'action nationaux pour mettre en œuvre les FPS. Les expériences sexo-spécifiques des combattantes ne sont pas souvent évoquées. Selon une étude réalisée en 2008 par Coulter, Pearson et Utah, les ex-combattantes se voient souvent refuser l'accès au processus officiel de DDR parce que la communauté internationale ne les reconnaît pas comme de vraies combattantes. Dans cet épisode, je suis rejoint par 2 ex-combattants de République centrafricaine. Elles partagent leurs expériences et leurs réflexions sur l'impact des femmes ex-combattantes laissées à l'écart des processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration, ce qu'elles perçoivent des rôles qu'elles peuvent jouer et ce qui peut être amélioré avec les processus de DDR. Leurs identités ont été dissimulées pour leur protection. Bonjour mesdames et bienvenue. Jusqu'à l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les ex-combattantes étaient généralement exclues des programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration menés par l'ONU. Et même après l'adoption de la résolution 1325, leur inclusion a été minime. D'après vos expériences, en tant qu'ex-combattantes, quels auraient été, selon vous, les obstacles qui vous ont empêché d'avoir un accès égal au programme DDR? Les femmes affirment réellement qu'il y a des soucis quant à la question de la réintégration des femmes ex-combattants quant au processus de DDR. L'une des femmes vient de dire, cette femme affirme que pour des femmes ex-combattants, pour des femmes qui ont des maris dans le groupe, leurs maris n'acceptent pas que ces dames sortent du groupe. Et secondo, ces femmes ressentent cette idée de la honte, c'est-à-dire elles refusent d'être stigmatisées dans la société. C'est pourquoi ça cause vraiment une barrière. L'autre femme affirme que l'une des barrières qui bloque les femmes de sortir et d'adhérer au programme DDR, c'est la peur. Cette femme affirme que après être sortie, quelle sera sa situation? Est-ce qu'elle sera bien protégée? Cette dame vient de nous dire que leurs maris dont il est question sont ceux qui sont aussi détenteurs d'armes dans le groupe. Et du coup, ils ne veulent pas que ces dames sortent du groupe. Depuis ces événements en République centrafricaine, les femmes sont les plus victimes et continuent d'être victimes, surtout quand on les bloque pour l'accès au processus de DDR pour ceux qui étaient dans le groupe.
Comment décririez-vous, mesdames, l'impact de l'exclusion des programmes DDR et quelles opportunités, selon vous, sont manquées en excluant les femmes ex-combattantes, y compris les jeunes femmes ex-combattantes? Ces femmes nous disent elles refusent d'être persécutées par la société, par le monde de la société dans laquelle elles étaient avant d'intégrer le groupe. Donc, l'expérience en fait savoir qu'il y a d'autres femmes qui ont déposé et après, elles se fait agresser, menacer et tout. Donc, du coup, c'est ce qui pose aussi une barrière pour ce processus. Oui, par rapport à la question des jeunes filles, nous pouvons baser sur notre exemple, nous, en tant qu'ex-femmes combattantes, nous pouvons baser sur notre exemple pour sensibiliser des petites filles et surtout les former afin de les écarter contre ces phénomènes. Et elle ajoute en disant que si c'était le mari qui sort d'abord du groupe, du coup, ça encourage la dame aussi de suivre son mari en termes de l'accès au processus de Nous restons toujours dans le sens de cette question. Cette dame nous parle aussi de la question de sentiments. Parce que il y a certains couples qui se sont séparés et qui sont déjà ici avec l'accès au processus du DDR. Quand il y a quelque chose, c'est-à-dire quand il y a des événements ou des poursuites des éléments qui ne sont pas encore désarmés, du coup, la dame s'inquiète et pense à son mari qui reste encore toujours dans le groupe. Et du coup, la question du sentiment s'impose ici. De votre point de vue, quel peut être, selon vous, votre rôle en tant qu'ancien combattant dans le processus de paix? Après la signature de l'accord politique du Khartoum, on a l'impression que les choses essaient d'avancer, et sauf quelques éléments incontrôlés, ceux qui refusent d'adhérer à ces programmes continuent de faire des exactions dans certaines parties du pays. Et ce que nous, en tant qu'ex-combattants, pouvons faire pour l'améliorer afin d'atteindre les objectifs de cet accord, c'est de continuer à sensibiliser nos pairs et faire des actions, surtout à travers des partages d'expériences, pour pouvoir atteindre les objectifs de cet accord politique. L'accord de paix en République centrafricaine, officiellement connu sous le nom d'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, a été signé en 2019. Comment décririez-vous les progrès et les défis depuis la signature de l'accord et quel rôle ont joué les ex-combattantes dans sa mise en œuvre? Après la signature de l'accord politique du Khartoum, on a l'impression que les choses essaient d'avancer, et sauf quelques éléments incontrôlés, ceux qui refusent d'adhérer à ces programmes continuent de faire des exactions dans certaines parties du pays. Et ce que nous, en tant qu'ex-combattants, pouvons faire pour l'améliorer afin d'atteindre les objectifs de cet accord, c'est de continuer à sensibiliser nos pairs et faire des actions, surtout à travers des partages d'expériences, pour pouvoir atteindre les objectifs de cet accord politique. Lorsque vous pensez spécifiquement à la réintégration de vous en tant qu'ex-combattante, sur la base de vos expériences, que diriez-vous que la communauté WPS peut faire de mieux pour soutenir l'autonomisation et la réintégration des ex-combattantes afin de construire une paix inclusive, positive et durable? En tant qu'ex-combattante, ce que nous pouvons faire, le rôle que nous pouvons jouer
afin de ramener la paix définitivement dans ces pays, c'est d'abord de sensibiliser nos pairs, de sensibiliser à travers n'importe quel moyen ceux qui sont encore dans le groupe, tout en leur expliquant notre exemple, tout en leur partageant nos expériences, l'expérience que nous avons vécue et comment nous avons commencé et où en sommes-nous et le bien que ça pouvait faire pour la lutte à la paix dans ce pays. Ok, ce que nous pouvons dire, c'est que nous allons nous baser toujours sur le cas de la sensibilisation et de partage de nos expériences. À travers le partage de nos expériences et les sensibilisations, ceux qui ont envie d'intégrer le processus du DEDER vont être convaincus afin d'adhérer aussi à ce programme. Et je pense que de ce côté, ces organisations pouvont nous appuyer pour pouvoir nous renforcer, c'est-à-dire renforcer notre capacité à pouvoir mener ces actions. Enfin, mesdames, dans les environnements post-conflit, quel type de rôle voyez-vous jouer par les femmes ex-combattantes et que, selon vous, des organisations comme l'Union africaine, les agences des Nations unies et d'autres pourraient mieux soutenir? Oui, ce que nous pouvons ajouter, c'est d'intensifier les actions, à travers ce processus, à travers le processus de DEDER, à travers la multiplication des sensibilisations et des actions menant au retour de la paix et qui pouvont attirer plus de combattants à se désarmer afin de servir d'exemple aux autres et surtout à travers des actions concrètes. Et ce que le programme DEDER pouvait faire pour ces filles ex-combattants, c'est de les aider à travers le programme des appuis psychosociaux, à travers leur intégration dans des groupes d'écoute, pour participer à des focus groups, pour le partage d'expériences et des conseils, des counseling qui pouvaient les aider à oublier ce qui était auparavant dans leur tête et de penser à leur futur qui est plus meilleur. C'est tout pour cet épisode de She Stands for Peace. En attendant la prochaine fois, défendez la paix avec le programme africain sur les femmes, la paix et la sécurité.